Bien, mes chers confrères, je vais vous demander quelques minutes d'attention, s'il vous plaît, puisque vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui dans un rassemblement qui a pour but de réaffirmer notre engagement en faveur de la protection du secret professionnel de l'avocat. Comme nous avons eu le loisir de le dire et de le répéter, ce secret professionnel de l'avocat est avant tout le secret des confidences de nos clients. C'est surtout vers eux et pour eux que nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais simplement vous rappeler tout le déroulé des éléments qui nous ont conduits à nous rassembler aujourd'hui. Le secret professionnel de l'avocat est régi par la loi de décembre 1979 qui prévoit qu'il est absolu en matière de conseil et en matière de défense. Historiquement, certaines jurisprudences ont servi à scinder petit à petit ce secret et à faire que le secret de la défense soit mieux protégé que le secret du conseil, alors que je vous rappelle que notre profession est unie maintenant depuis plus de 30 ans. Le garde des Sceaux, lors de sa prise de fonction à la chancellerie, a souhaité que dans le projet de loi confiance en l'institution judiciaire, ce secret soit renforcé. Dans un premier temps, il a nommé une commission qui a déposé un rapport. Ce rapport, on le connaît, puisque la commission a été présidée par le bâtonnier Mattei. Dès les discussions contenues dans ce rapport, nous avons pu constater que certains notamment du côté de Bercy, ne voulaient pas que le secret professionnel de l'avocat soit plein et entier en matière de conseil et de défense. Malgré leurs premières attaques, lors de la discussion du projet de loi sur le secret professionnel au mois de juin, l'Assemblée nationale a porté un article 3 qui prévoyait un secret professionnel absolu, général, en matière de conseil et de défense, et qui renforçait les prérogatives du bâtonnier, qui protégeait mieux, notamment tout ce qui touchait aux saisines dans nos cabinets, avec une modernisation de notre protection, notamment sur les connexions et sur les familles. Ce projet de loi porté par l'Assemblée, nous l'avons obtenu grâce au travail de la conférence des bâtonniers, du Conseil national des barreaux et du barreau de Paris. Malheureusement, durant l'été, ceux qui ne veulent pas un secret professionnel absolu ont recommencé leur lobby auprès des sénateurs et un nouveau projet de texte est apparu avec des premières exceptions rendant le secret professionnel inopposable en matière de conseil pour certaines infractions économiques. Après que nos instances représentatives aient repris leur bâton de pèlerin en matière de lobby, nous pensions que devant la commission mixte paritaire qui s'est réunie au mois de septembre, nous arriverions à faire entendre nos arguments et que nous reviendrions sur le texte de l'Assemblée nationale. Malheureusement pour nous, il n'en a pas été ainsi, et même pire, dans les arcanes des bureaux lors de cette commission mixte paritaire, il a été ajouté un deuxième alinéa à l'article 56-1-2 qui prévoit la réforme du secret professionnel qui vise à rendre ce secret inopposable lorsque l'avocat, même quand il n'a pas commis une infraction intentionnelle, a été instrumentalisé par son client. Cet article, tel qu'il est rédigé, est la porte ouverte de nos cabinets à toutes les saisies de toutes les autorités de poursuite et d'instruction. Les cabinets d'avocats ne peuvent pas devenir les supermarchés des autorités de poursuite. Un état de droit, c'est un état dans lequel l'État est soumis à la prééminence du droit. Tout simplement, le secret professionnel de l'avocat fait partie des droits de la défense et fait partie des garanties fondamentales que tout citoyen est en droit d'attendre. Personne, aucun de nos clients n'accepterait que les confidences qu'il a faites à son avocat puissent ensuite être saisies pour être instrumentalisées à son encontre. Ceci est contraire à un principe constitutionnel et conventionnel de non-incrimination. Dans les suites de la commission mixte paritaire, le Conseil national des barreaux a voté une réécriture de cet article qu'il a soumis au garde des Sceaux, car nous sommes dans une procédure parlementaire. Lorsqu'une commission permanente
conclusive, lorsqu'une commission mixte paritaire est conclusive, seul un amendement porté par le gouvernement peut permettre de reprendre un texte, et à la condition qu'il soit voté de manière conforme par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Nous avons fait une proposition de loi qui réintroduisait des choses simples, des garanties essentielles, le filtre du bâtonnier en matière de secret professionnel et le rôle du gardien du juge des libertés qui est là pour dire entre autorité de poursuite et bâtonnier qu'est-ce qui relève du secret professionnel et qu'est-ce qui ne relève pas du secret professionnel, donc qui peut être saisissable. Ce projet porté par le Conseil national des barreaux n'a pas reçu l'accord du garde des Sceaux. Vous avez reçu ce matin la copie de la réponse qu'il a écrite à tous les bâtonniers et à tous les avocats de France, dans laquelle il proposait soit le maintien de l'article tel que prévu par la commission mixte paritaire, soit la suppression totale de l'article sur le secret professionnel, soit encore l'amendement sur l'article 56-1-2 qui porte les difficultés dont je viens de faire état, mais dans des conditions de rédaction qui ne sont pas conformes à ce que nous avions proposé. Lundi matin, le Conseil national des barreaux en Assemblée générale extraordinaire a refusé cette proposition et s'est positionné à la majorité pour demander au garde des Sceaux de porter un amendement de suppression totale de l'article relatif au secret professionnel. À l'heure où je vous parle, et au moment même où les députés commencent à prendre connaissance de ce projet de loi, nous n'avons pas aujourd'hui de réponse du garde des Sceaux. Nous ne savons pas si cet article va être supprimé ou si cet article va être amendé ou si cet article va être maintenu en l'état. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, accompagné des membres du Conseil de l'Ordre, de maintenir ce rassemblement pour qu'une nouvelle fois nous puissions affirmer devant la presse et surtout devant les citoyens français que nous sommes profondément attachés au secret professionnel, que le secret professionnel est consubstantiel à notre exercice quotidien et que nous nous battrons pour que ce texte, et en tout cas les dispositions critiquées, soient enlevées. Il y avait au départ de très bonnes avancées pour la protection du secret professionnel qui sont venues être paralysées par les propositions derrière laquelle nous retrouvons toujours ceux qui s'opposent à notre exercice professionnel et à notre secret. Les avocats n'ont pas à devenir les officines, les autorités de poursuite. Si certains, notamment des parquets spécialisés, manquent de moyens pour exercer leur mission, notamment dans des gros dossiers d'infraction économique, c'est à l'État de leur donner des moyens financiers pour mener à bien leurs instructions et leurs enquêtes préliminaires. Ce n'est pas dans nos cabinets que l'État français doit venir chercher des preuves de la culpabilité des citoyens. Je voulais simplement vous rappeler ces principes essentiels, vous dire encore une fois que nous devons rester mobilisés, car le secret professionnel reste encore une fois un des grands principes fondateurs de l'État démocratique français dans lequel nous exerçons. Et le secret professionnel reste aussi pour nous une de nos garanties dans notre exercice quotidien au bénéfice de nos clients. Je voulais enfin vous dire, et je conclurai là-dessus, vous remercier d'abord pour votre présence et votre mobilisation dans un contexte de crise sanitaire et de difficultés que nous connaissons déjà ensemble depuis 18 mois. Je voulais vous dire enfin que le barreau de Marseille est mobilisé depuis l'origine sur ce sujet, puisque vous le savez, nous avons organisé un conseil de l'ordre exceptionnel il y a environ une dizaine de jours, dans laquelle nous avons pris une motion au nom des 2500 avocats qui composent ce barreau pour rappeler une nouvelle fois notre attachement à l'état de droit et à la défense des libertés des citoyens qui sont aussi nos clients. Rien ne pourra se faire sans notre parole. Porter atteinte au secret professionnel de l'avocat,
sans tenir compte des propositions que nous avons faites, alors que nous en sommes les détenteurs et les garants, ne peut pas être une proposition qui reçoive notre agrément. J'invite, à l'heure où je vous parle, Monsieur le garde des Sceaux, qui a si longtemps porté cette robe, qui a été victime parfois d'excès dans le cadre de certaines procédures où le secret professionnel lui a été refusé, je l'invite à bien réfléchir, à entendre notre méfiance, à entendre notre défiance, à entendre notre opposition à cet article 56-1-2 qui est inscrit dans l'article 3 du projet de loi confiance en l'institution judiciaire. Si tel ne devait pas être le cas, nous attaquerons devant le Conseil constitutionnel, soit par la voie parlementaire, soit par la voie des QPC, cet article qui ne nous semble pas conforme ni à la loi de 1971 sur le secret professionnel, ni aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Encore une fois, le secret professionnel, il n'est pas unique en France, il est partagé dans toutes les grandes démocraties. Et il n'y a aucune raison qu'une loi nationale vienne s'inscrire avec des exceptions à ce secret qui soient non conformes aux règles prévues par les articles 6 et 8, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Et nous nous battrons jusqu'à la fin afin de faire respecter les droits de nos clients. Je vous remercie. Le garde des Sceaux a maintenu le texte de loi tel qu'il était prévu par la commission mixte paritaire. Je vais faire une réunion avec certains anciens bâtonniers pour nous positionner, mais sachez d'ores et déjà que ce texte sera forcément attaqué par les institutions représentatives de la profession et nous vous tiendrons informés. Les exceptions qui ont été prévues à l'origine et surtout l'exception qui a été ajoutée par la commission mixte paritaire mais qui n'avait pas été discutée ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat vident de tout leur sens les avancées qui étaient prévues à l'origine dans le texte. Comment vous expliquez que ce soit un ancien avocat, aujourd'hui garde des Sceaux, qui porte un texte qui met tant atteinte à l'exercice de la profession? Je crois que le poids politique sur ces questions s'est déplacé de la chancellerie dans un autre ministère qui a d'autres ambitions et d'autres visées. Et je crois que, encore ce n'est pas le seul sujet sur lequel on le voit, mais je crois que si on veut faire évoluer la justice, que ce soit sur le secret professionnel de l'avocat, mais aussi sur le fonctionnement des juridictions, on ferait mieux d'écouter les magistrats, les avocats et les greffiers, plutôt que d'aller faire des choix budgétaires très contestables dans d'autres ministères. Vous posez en défenseur de vos clients, c'est le thème majeur de la manifestation. Vous pouvez expliquer à quel point ce serait une atteinte aux libertés finalement aussi ce texte passé? Dans ce pays, il existe encore quelques secrets qui sont protégés par la loi. Le secret des correspondances des journalistes, le secret médical des médecins, le secret des confessions et le secret professionnel de l'avocat. Si un citoyen, quand il se confie à un médecin, n'a pas la garantie que ce médecin va donner les informations sur son état de santé à une compagnie d'assurance qui l'assurait, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret médical. Si un justiciable se rend dans un cabinet d'avocat pour demander une consultation dans laquelle il vient lui confier un de ses secrets, ce secret est ensuite récupéré et lui est opposé dans une procédure, il n'y a plus de droit de la défense, il n'y a plus d'état de droit. Et cette garantie de confidence et de secret qui est attachée à cette relation entre l'avocat et le citoyen n'existe plus. Vous disiez dans votre intervention qu'au niveau européen, on a des secrets de la professionnelle à peu près similaires. C'est le cas dans toute l'Europe, état de droit? Chaque pays a une législation spécifique, mais l'exercice de la profession d'avocat, dans tous les pays, même si elle porte évidemment diverses formules, diverses façons de travailler, elle a pour base le secret professionnel d'avocat. Encore une fois, un cabinet d'avocat, c'est un lieu dans lequel tout peut se dire, tout peut s'avouer, tout peut se partager, sans encore une fois qu'on puisse l'opposer. Donc je crois que partout en Europe, en tout cas, toutes les sociétés démocratiques, la législation locale, nationale, et la législation européenne qui chapeaute quand même toute l'Europe, eh bien, elle prévoit des verrous, elle prévoit des sécurités pour qu'encore une fois, un état de droit, c'est un état dans lequel l'État
doit être respectueux de la prééminence du droit. C'est-à-dire que lui, comme tous les citoyens, doit respecter les lois qui sont prévues. Donc dans ce cadre d'un état de droit, le secret professionnel de l'avocat, qui encore une fois est au bénéfice de tout citoyen, doit trouver sa pleine application. Quelles seront les prochaines étapes de la mobilisation? Vous avez annoncé déjà une action devant le Conseil constitutionnel. Comment ça va se mettre en place? Alors, j'ai appris pendant ce rassemblement qu'a priori le texte tel qu'il avait été prévu ne serait pas modifié. Dans ce cadre-là, il devrait être voté par les assemblées, donc devenir texte de loi. Il y a deux possibilités. Soit 60 sénateurs ou 60 députés saisissent directement le Conseil constitutionnel pour vérifier si le texte est conforme à la Constitution. Soit ils ne le font pas. Et dans ce cas-là, il y aura des procédures dans lesquelles les avocats des partis, des citoyens, pourront soulever ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire saisir le Conseil constitutionnel pour leur demander si ce texte est conforme aux règles de la Constitution. C'est la première mobilisation, je crois, dans la rue depuis le confinement. C'était la première mobilisation importante dans la rue depuis le premier confinement. Effectivement, les avocats ont été très mobilisés pendant la grève au début de l'année 2020. Ils ont ensuite subi, comme tous les Français d'ailleurs, qui travaillent, et même ceux d'ailleurs qui ne travaillent pas, les difficultés inhérentes au confinement, à la crise sanitaire qui ont perturbé le fonctionnement de leur cabinet, qui ont perturbé le fonctionnement de leur famille. Et aujourd'hui, nous retrouvons notre pleine et entière liberté pour nous exprimer, pour défendre effectivement encore une fois nos causes. Un message pour le garde des Sceaux. Vous avez tout dit, mais maintenant vous... Un message pour le garde des Sceaux? Oui. Si c'est un message pour le garde des Sceaux, monsieur le garde des Sceaux, je vous appelle à revoir votre copie. Je vous appelle à faire confiance aux avocats, à leurs représentants qui quand même sont les mieux placés pour comprendre et connaître la technicité du secret professionnel. C'est un sujet technique, mais c'est un sujet que nous maîtrisons et que nous exerçons quotidiennement dans nos cabinets. Et je vous invite à la plus grande prudence face au texte qui n'a pas été, encore une fois, face à la dernière mouture du texte, qui n'a pas été discuté entre les deux assemblées. Merci, madame. Merci à vous.